Bonjour à toutes et à toutes sur le congrès de novembre 2022 du syndicat des professionnels de la naturopathie. Donc, je me présente, je suis Emmanuelle Gernaud, bénévole auprès du syndicat et je suis également conseillère en naturopathie dans le département du Cher. Aujourd'hui, je suis très contente de voir Sarah qui va nous présenter effectivement Equi Bien-être avec des thèmes super intéressants donc sur les chevaux, chiens, chats. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude en naturo d'avoir les animaux et je pense que cette intervention va être super intéressante. Donc, je laisse la main à Sarah. Oui, merci à vous. Alors effectivement, nous, on est vraiment un laboratoire spécialisé dans la phytothérapie animale. Donc, je vais vraiment vous parler de ça aujourd'hui. J'ai choisi différents thèmes, plutôt des thèmes hivernaux, parce qu'on est en train de rentrer en plein dedans. Donc, je me fais un plaisir de vous donner quelques petits conseils pour aider au mieux vos animaux avec tout ça. Donc, nous, on est vraiment axés chevaux, chiens, chats, mais de temps en temps, on a aussi d'autres types de petits animaux. On peut avoir les chèvres, les lapins, ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas, ça peut aussi s'ouvrir à toute espèce animale. Alors, au niveau de la présentation d'aujourd'hui, je vous ai fait une première partie vraiment sur les processus inflammatoires locomoteurs, comment aider nos animaux un petit peu à mieux passer l'hiver. Alors ça, c'est surtout destiné aux animaux un petit peu plus vieillissants, je dirais, ou qui ont vraiment des problèmes locomoteurs suite à des accidents survenus jeunes. Et ensuite, je vous ai fait une seconde partie sur la micronutrition hivernale, comment est-ce qu'on va pouvoir les aider en apportant un petit peu plus de vitamines, de minéraux, de protéines dans leur alimentation, mais également en les apportant via les plantes. Et donc là, vous verrez que bien entendu, selon si on parle d'un carnivore ou d'un herbivore, on ne va pas utiliser les mêmes choses. Alors, petit rappel, l'arthrose, c'est une dégénérescence du cartilage articulaire qui va être liée au vieillissement ou à une sollicitation excessive. Donc, effectivement, votre chien est très sportif depuis le plus jeune âge, vous lui faites faire beaucoup de compétitions d'agility, par exemple, vous risquez d'avoir une sollicitation excessive et vous pouvez avoir une survenue d'arthrose précoce. Donc, ces douleurs vont plutôt se manifester lorsqu'on va mobiliser l'articulation. Et puis, on va avoir l'arthrite qui, elle, est un petit peu différente. Là, c'est une inflammation d'une articulation dans le cadre d'une pathologie rhumatismale ou infectieuse. Et dans ce cas-là, ça va plutôt se réveiller suite à du repos. Donc, il va falloir plutôt proposer à l'animal un petit peu plus d'exercice pour éviter qu'on ait trop d'inflammation au niveau des articulations. Les facteurs aggravants, je pense qu'on les connaît tous et puis on a tous un petit peu déjà testé les choses par nous-mêmes ou en voyant nos animaux. Bien sûr, on a l'humidité. Alors, l'humidité, c'est un petit peu, c'est vrai quand on entend parler, hein, c'est un petit peu les vieux qui nous disent ah bah là, vraiment, je commence à avoir mal aux genoux, je suis sûre que demain il pleut, hein. Bon, et puis finalement, on se rend compte que nos animaux ont tendance aussi, la veille des grosses pluies ou ce genre de choses, à plus trop vouloir bouger. Et déjà, ça commence un petit peu à grincer, à plus très bien fonctionner. Il semblerait que ce soit lié à la pression atmosphérique extérieure qui serait moins forte que celle exercée sur l'articulation. Mais scientifiquement parlant, pour l'instant, on ne sait pas vraiment comment ça s'explique. On l'observe, un petit peu du mal à comprendre. Alors, on a le froid. Le froid qui, vous allez voir, finalement, peut être autant un facteur atténuant qu'un facteur aggravant. Ça dépend un petit peu comment on va l'utiliser. Alors, ça peut avoir en fait un effet aggravant dans le sens où l'effet vasoconstricteur va vraiment comprimer les articulations. Donc, dans ce sens-là, ça peut créer de la douleur. Ça va vraiment dépendre des individus et dépendre du problème inflammatoire qui va être présent. Le manque d'activité, bien entendu, puisque le manque d'activité va créer un amincissement au niveau des cartilages articulaires. Donc ça va favoriser une inflammation. Et puis, il faut limiter la prise de poids. Donc, bien entendu, si on est sur un sujet âgé qui, en plus de ça, a un surpoids, là, bon, voilà, ça va vraiment pas être terrible. On va mettre plus de poids sur les articulations. Donc, bien entendu, ça va créer de l'inflammation, ça va créer de la douleur.
Donc, pour essayer d'arranger tout ça, on va augmenter l'activité sportive. On va essayer un petit peu de proposer à notre chien un peu plus de sorties peut-être, même si elles sont moins longues ou moins fortes en termes d'énergie, peut-être moins le faire courir, mais continuer à bien faire marcher notre chien. Pour le chat, bon, ça, c'est un petit peu selon ce qu'il a envie de faire ou pas ce jour-là. Mais on peut peut-être proposer des jeux un petit peu doux. On n'est peut-être pas obligé de les faire cavaler dans toute la maison, mais ça peut être intéressant. Et puis, pour nos chevaux, que ce soit un cheval un petit peu âgé ou un cheval plus jeune, on peut très bien simplement faire des balades en main ou monter au pas. Et déjà, on a des super bons résultats. Et puis, on va pouvoir utiliser tout ce qui va être thermothérapie. Donc, la chaleur, ça va vraiment améliorer toute la partie circulation et détente musculaire. Et vous voyez, dans ce cas, on peut également utiliser le froid qui va lui resserrer les vaisseaux sanguins et réduire le gonflement. Donc là, c'est plutôt quand on va avoir une inflammation localisée et qu'on va avoir effectivement un gonflement inapproprié de la zone. Là, on peut utiliser le froid qui va permettre de réduire ce gonflement. Mais on l'utilise très ponctuellement et c'est plutôt la chaleur qui va aider d'avoir une meilleure détente musculaire et d'éviter le gros des processus inflammatoires. Et sur les animaux, c'est ce qu'on utilise plus particulièrement parce que c'est ce qui est plus facile aussi à utiliser. Je vous avoue que la poche de froid, autant sur nous, on arrive à se faire une raison qu'il faut la garder, autant sur nos animaux, en général, ils ne sont pas super d'accord. Par contre, le chaud, ça, ils le tolèrent très, très bien. Donc, voilà, il y a aussi une question de praticité dans tout ça. Alors, comment aider nos animaux? Donc là, on va pouvoir effectivement utiliser des plantes qui vont être anti-inflammatoires, antidouleurs, des plantes antioxydantes et puis des plantes reminéralisantes. Alors, j'ai conscience que vous avez largement l'habitude de tous ces thèmes, que vous les avez vus depuis très longtemps. Donc, j'ai vraiment essayé d'axer chaque détail de plante, non pas sur sa localité, son type de culture, ses particularités, parce que je sais que tout ça, vous le connaissez déjà. J'ai vraiment essayé de trouver les derniers articles scientifiques qui en parlent pour nous permettre de vraiment comprendre quels impacts elles peuvent avoir sur la santé de nos animaux. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'en général, on fait les tests laboratoires sur les animaux et ensuite en découle vraiment toute une thérapie médicamenteuse pour l'humain. Et là, eh bien, finalement, c'est l'inverse. Dans tout ce programme que je vous propose, c'est vraiment des tests qui ont été faits chez l'homme et que nous, on va réutiliser chez l'animal pour vraiment comprendre les mécanismes d'action des différentes plantes. Alors, l'arpagophytum que vous connaissez tous et toutes parfaitement bien, évidemment. Alors, les principales molécules qui le composent, ça va être les hétérozoïdes. Ça, vraiment, c'est ce qui va avoir les propriétés anti-inflammatoires. Et puis, l'arpagoquininone, et l'acide cinnamique, excusez-moi, vraiment vont avoir toutes ces propriétés anti-inflammatoires, antidouleurs de l'arpagophytum. Alors, ce sont les iridoïdes qui vont freiner la production des dérivés de l'acide arachidonique qui participent au phénomène finalement inflammatoire qu'on va avoir dans l'organisme. Ils vont également diminuer la production de médiateurs pro-inflammatoires impliqués dans l'arthrose, notamment le fameux TNF-alpha qu'on connaît très bien. Il va y avoir plusieurs essais cliniques concernant l'impact de l'arpagophytum. Là, notamment, je vous expose l'un d'entre eux qui va être vraiment sur la régression de tout ce qui va être symptômes douloureux qui vont accompagner l'arthrose. Alors, les plus probantes recherches à ce sujet vont vont montrer qu'il y a une régression des raideurs articulaires. Et surtout, ce qui est très important grâce à ces propriétés, ça va être la mise en relation de la prise d'arpagophytum avec la diminution des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est vrai que quand vous avez un animal qui est vraiment sur
un traitement vétérinaire assez lourd. Et puis en plus de ça, bon, selon les cas, selon le type de produit utilisé, on a un impact quand même sur le système digestif, notamment sur l'estomac. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir réduire cette prise d'anti-inflammatoires. Voilà, ça, c'est assez intéressant. Et puis, il y a une étude là, qui a été publiée en 2013. Alors, ce n'est pas tout jeune, mais je l'ai trouvée intéressante, celle-ci. C'est une étude de 12 semaines. Donc, c'est quand même assez long en recherche scientifique. Des fois, c'est quand même beaucoup plus court. Donc là, c'est assez intéressant. Ça a été réalisé sur 75 patients, donc un panel assez grand. Ils ont été exposés à un extrait à queue contenant 50 mg d'arpagoside. Et ça met en évidence une réduction significative de la douleur. Donc là, on a réussi quand même à le prouver de façon assez intéressante, assez concrète. Et puis, les scientifiques se sont intéressés à l'effet de l'arpagophytum sur le mécanisme physiopathologique de l'arthrose. Donc là, on connaissait déjà son rôle d'inhibition des métalloprotéinases dans des travaux et ça a permis de montrer vraiment une diminution de l'expression des gènes qui vont coder certaines molécules responsables de l'inflammation, notamment COX-2 et puis TNF-alpha, dont on parle à chaque fois qu'il y a des processus inflammatoires. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Par contre, on fait vraiment attention parce que l'arpagophytum semblerait en fait avoir un effet stimulateur sur les sucs gastriques et sur la bile. Alors, sur un individu sain, rassurez-vous, il y a l'arpagophytum pour réduire les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Parce que sur un individu qui n'a pas de problème gastrique, on n'a pas de facteur aggravant. Par contre, on a clairement remarqué que sur des individus qui étaient déjà fragiles, qui avaient déjà des antécédents médicaux de ce côté-là, on a clairement un facteur aggravant et puis en général, ça part en grosse gastrite ou carrément en ulcère, notamment chez le cheval qui est particulièrement sensible. Donc voilà, simplement faire un petit peu attention. Et puis, on fait aussi attention aux femelles en gestation. Alors ça, on n'a pas vraiment de travaux qui vraiment l'expliquent. J'ai cherché longuement sur le sujet. Je regarde régulièrement parce que c'est vrai que notamment dans le cheval, on en parle beaucoup. C'est un petit peu controversé. Alors, il faut savoir quand même qu'en Afrique, les femmes utilisaient l'arpagophytum pour avorter. Bon, alors est-ce que ça marchait, est-ce que ça marchait pas? Je ne sais pas. Il faudrait vraiment pouvoir faire une étude sur le sujet. A priori, ça n'a pas particulièrement intéressé la recherche pour le moment. Donc, on attend encore de ce côté-là, mais je préfère vous dire de rester prudent, surtout qu'on a beaucoup d'autres plantes hyper intéressantes sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas. Vous verrez par la suite, on a d'autres solutions alternatives dans ce cas-là. La reine des prés. Alors, la reine des prés, elle va contenir des hétérosides d'acide phénol qui vont vraiment être propriétaires. Alors, ça va être toute une cascade en chaîne, bien entendu, de libération de différents dérivés qui vont être responsables des propriétés anti-inflammatoires, antidouleurs, bien entendu, antioxydantes de la reine des prés. Donc, on a plusieurs études scientifiques qui montrent son utilisation. Quand je dis plusieurs, bien peut-être 50 études. Donc, je ne les ai pas toutes lues en détail, mais je vous ai fait un petit condensé de celles qui me semblaient être les plus pertinentes, en tout cas qui étaient faites sur un grand panel voilà, pour faire les tests. Donc, ça, c'est ce qui est le plus intéressant. Effectivement, quand vous faites une étude sur 2 personnes ou 2 animaux souris, on n'a pas des résultats très probants. Voilà, dans ces cas-là, quand c'est sur une grande partie de la population, c'est beaucoup plus intéressant pour nous. Alors, l'une de ces études démontre son action anti-inflammatoire et inhibant la production de prostaglandines pro-inflammatoires ainsi que son action antioxydante tout en protégeant la muqueuse gastrique. Vous voyez, typiquement, femelle en gestation, on va plutôt utiliser la reine des prés. À choisir, ce sera plus intéressant dans ce cas-là et beaucoup moins risqué. Une autre étude a testé 2 extraits de la racine à des concentrations différentes. Donc, ils ont testé l'extrait de racine à une concentration de 50 microgrammes par ml. Ils ont remarqué que
cette concentration-là a été capable d'inhiber l'activité enzymatique COX-1 et 2. L'extrait doublement dosé, donc 100 microgrammes, a été 2 fois plus efficace. Donc là, on voit vraiment qu'on a une grosse influence. Ce qui a été intéressant aussi, c'est qu'on a une réduction du gonflement. Et puis, 6 heures après l'arrêt après la dernière prise du traitement, on continue d'avoir une action. Donc, on a vraiment une action qui va être quand même assez prolongée avec cette plante. En conclusion, les résultats observés donc, sur cette étude, bien entendu, de l'activité anti-inflammatoire in vitro, pour la première fois, in vivo, des extraits de rennes des prés appuient l'utilisation traditionnelle de cette plante dans le traitement de différentes affections inflammatoires. En dessous, je vous ai remis l'étude qui, du coup, a été faite. Et voilà, donc c'est assez intéressant. On voit qu'on peut avoir une bonne action de cette plante. Le cassis également. Alors, le cassis, bon, ça, vous connaissez bien sûr également. On fait attention quand même avec le cassis parce que pour le cheval, on n'utilise pas du tout les bourgeons qu'on va utiliser pour d'autres animaux et surtout, on n'utilise pas le fruit. Ça, interdiction absolue. On utilise par contre très facilement la feuille chez le cheval. Voilà. Donc, tout ce qui va être plutôt animaux herbivores, on évite un petit peu le fruit. Mais rassurez-vous, on a quand même un effet antioxydant intéressant dans les feuilles. Donc, on peut quand même s'en servir également pour ça. Donc là, effectivement, on a plusieurs principes actifs qui ont pu être finalement isolés, qui permettent de montrer un petit peu cette activité antioxydante, cette capacité à capturer les radicaux libres et à diminuer tous les processus inflammatoires. Alors, il y a une étude qui a été faite sur un extrait et le Lyophilisa de cassis qui a révélé une activité anti-inflammatoire significative, finalement comparable à certaines substances de référence, donc à tout ce qui va être médicaments plus classiques, donc anti-inflammatoires stéroïdiens, non stéroïdiens. Et l'avantage, c'est que même quand on le donne à forte dose, on n'a pas de risque d'ulcère, voilà, ni de risque de gastrite, ni de risque d'ulcère. Donc, on ne risque pas du tout d'abîmer finalement le système digestif. Une autre étude a montré que la suppression des enzymes cytokines pro-inflammatoires a été faite du coup grâce effectivement à l'extrait de cassis, l'inhibition de la dénaturation des protéines, capacité de stabilisation de la membrane lysosomale et les propriétés de piégeage des radicaux libres. Alors, voilà. Ça, c'est assez intéressant, effectivement, pour prouver autant l'action anti-inflammatoire que l'action effectivement antioxydante. Voilà, du cassis. Donc là, vous voyez, c'est sur des fractions d'osmose inverse. Voilà, donc ça, c'est des choses un petit peu plus particulières des différentes études, mais on peut voir qu'on a, on a un effet sur ces cytokines pro-inflammatoires qui nous posent tant de problèmes. Donc ça, c'est assez intéressant également sur le cassis. Le saule, alors le saule, ça va contenir en fait la salicyline, donc précurseur de l'acide salicylique, comme vous le connaissez. Et puis, donc, c'est ce qui est extrait finalement, le saule qui va correspondre vraiment à l'acide salicylique qu'on retrouve dans l'aspirine. Donc là, on a plusieurs études qui ont montré un effet intéressant. Par contre, bien entendu, on fait attention, tout comme pour l'aspirine. En cas d'ulcère gastrique, on ne l'utilise pas. Ça semble assez logique. En cas d'hémorragie, bon, bah, bien sûr non. Ou en cas d'allergie, on ne l'utilise pas. Ça semble assez évident, je pense. Donc, on a réussi à démontrer les différentes activités, autant anti-inflammatoires, antidouleurs,
de l'écorce de saule. Donc, l'effet anti-inflammatoire de l'extrait de l'écorce, ça repose au moins en partie finalement sur sa capacité à bloquer l'activité des cytokines pro-inflammatoires, TNF-alpha, les enzymes COX-2 et puis les médiateurs NF-kB. Voilà, donc ça, ça va cibler finalement ces différentes activités qui vont être complètement à l'arrêt. Les mécanismes d'action, ça a été étudié là dans cette étude que j'ai trouvée sur 2 modèles animaux d'arthrite aiguë et chronique. Donc, on a pu remarquer que finalement, l'extrait qui a été utilisé pendant ces recherches ont permis de bloquer la poussée de cytokines avec une puissance au moins équivalente à celle de l'acide acétylsalicylique. Donc ça, c'est plutôt positif pour nous dans son utilisation. Et c'était meilleur que finalement l'acide acétylsalicylique pour réduire les niveaux de leucotriène et inhiber COX-2. C'est aussi finalement aussi intéressant que l'ASA pour diminuer les niveaux de prostaglandine. Donc, vous voyez, par rapport à des molécules qu'on arrive à produire en laboratoire, on a encore un effet absolument incroyable et intéressant de l'écorce de saule quand on l'utilise comme ça en direct. Donc, on peut l'utiliser sur les animaux. C'est vraiment intéressant. On a très, très bons résultats. Après, bon, bien sûr, le petit bémol, mais ça, c'est comme pour toutes les molécules, ce sera toujours cette différence-là entre les molécules qu'on peut fabriquer, les molécules de synthèse qu'on fabrique en laboratoire et puis les molécules qu'on peut trouver dans les plantes. Bien entendu, hein, on a une concentration de principes actifs qui est moins importante. Mais finalement, ça va être la synergie de tous les principes actifs de la plante qui vont permettre d'avoir des effets beaucoup plus intéressants et bien décuplés. Mais tout ça, vous le savez déjà. On a également une étude observationnelle ouverte, multicentrique, de 6 semaines avec un traitement de référence. Le saule a été évalué comme meilleur que la thérapie conventionnelle par les médecins et les patients en termes d'efficacité thérapeutique et d'effets secondaires lorsqu'elle est utilisée pour les maladies dégénératives de la hanche et du genou, dans ce cas-là. Et une étude observationnelle plus longue sur 6 mois, cette fois-ci 436 patients. Donc, vous voyez, c'est quand même un très large panel. Ces patients-là souffraient d'arthrose et de douleurs dorsales et le saule a significativement diminué la douleur et a été très bien toléré. Donc, on voit qu'on peut l'utiliser facilement pour les animaux également. Le curcuma que vous connaissez très très bien. Donc là, je vous propose également plusieurs études à ce sujet. Alors l'étude la plus récente, donc vous en avez une première effectivement où ils ont en 2013 regardé un petit peu les effets, les résultats avec plusieurs groupes. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement, on avait une régression des symptômes douloureux et puis une réduction finalement de la prise de médicaments antalgiques. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, on a une étude 1 an plus tard, un nouvel essai clinique qui a été fait sur 367 patients. Là, on a fait 2 groupes. Le premier qui reçoit 1200 mg d'ibuprofène par jour et l'autre qui reçoit une dose de 1500 mg d'extrait de curcuma. Après 4 semaines, ils ont observé une régression des symptômes, mais finalement à peu près similaire dans les 2 groupes. Et la rigidité articulaire semble régresser de manière plus significative avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens qu'avec le curcuma. Vous voyez, des fois, selon les études, on a des résultats qui peuvent être plus mitigés. Pour ça, je ne vous ai pas mis non plus que les tops études où tout se passe bien. On a un petit peu de tout. Par contre, l'extrait de curcuma, il est beaucoup mieux toléré, bien sûr, au niveau du système digestif. Donc, on se dit que pour une efficacité finalement un petit peu similaire, on a quand même une meilleure tolérance. Donc, c'est toujours intéressant de l'utiliser.
Ensuite, cette fois, dans un modèle d'arthrite animale, on va récupérer une préparation de curcuma longa dépourvue d'huile essentielle. Et ça a réussi à fortement supprimer l'inflammation articulaire et les lésions périarticulaires. Donc ça, c'est intéressant. On a aussi une réduction des lésions. La capacité à prévenir les modifications destructrices des articulations et de l'os périarticulaire semble être comparable à celle de la bêta-méthasone. Donc, c'est quand même chose de costaud. donc là, on voit que c'est très intéressant à utiliser également. L'équilibre ostéoclaste-ostéoblaste penche en faveur de la construction osseuse tout en stoppant la progression de l'arthrose. Intéressant pour les animaux âgés et également animaux un petit peu plus jeunes qui vont avoir une arthrose précoce. Là, on peut l'utiliser facilement. Dans un modèle d'arthrite induite expérimentalement chez le rat, une combinaison de rhizome de gingembre et de curcuma avait une efficacité supérieure à l'indométhacine, qui est un anti-inflammatoire très puissant. Une nouvelle étude, un mélange de curcuma longa et Boswellia serrata. Oui, je ne vous en parle pas dans cet exposé de Boswellia serrata, mais on peut également l'utiliser, c'est très intéressant. Je vous ai fait une liste qui est non exhaustive parce que sinon, je pense qu'on en a pour la journée complète. Donc, je vous ai fait un résumé rapide de question de coût. Hein, voilà, donc on fait un choix quand même un petit peu plus serré. Donc là, on avait une efficacité plus importante qu'une dose standard de célécoxib. Et ça, c'est un inhibiteur sélectif quand même de COX-2 qu'on utilise beaucoup dans le traitement de l'arthrose. Donc, on voit que c'est assez intéressant. Les extraits de curcuma domestica sont révélés utiles dans l'arthrose du genou, réduisant la douleur et préservant la fonctionnalité avec une efficacité équivalente à l'ibuprofène, avec moins d'effets secondaires gastro-intestinaux. C'est tout ce qui revient à chaque fois. Vous voyez, tout ça, c'est différentes études. Je vous ai fait des résumés en une phrase parce que sinon, il faut 40 diapos. Mais voilà, on a quand même une efficacité supplémentaire. Donc, finalement, oui, c'est ce qu'on appelle la curcumine, qui va être le principe actif qu'on arrive à isoler dans le curcuma et qui a cette activité bénéfique, mais finalement sur plein de choses, autant sur l'inflammation, là j'en parle pas précisément ici, mais également sur le diabète, sur le cancer, le stress oxydatif, bien sûr, pour son action antioxydante. Donc ça, c'est intéressant. Et puis pour les animaux, notamment, vous pouvez l'utiliser sous forme vraiment liposomale pour avoir une meilleure biodisponibilité parce que ce n'est pas soluble dans l'eau ou très peu soluble dans l'eau. Donc, on peut trouver des extraits de curcuma sous cette forme. Ça peut être assez intéressant. Ou sinon, tout simplement, on met une dose un petit peu plus importante. Ça peut également fonctionner ou simplement, quand vous le mélangez à l'alimentation, voilà, vous pouvez un petit peu moduler. Vous allez le voir plus tard pour les vitamines. On a certaines vitamines, pareil, qui ont un petit peu du mal à être absorbées. Donc, on peut un petit peu utiliser des adjuvants dans l'alimentation pour que ça nous rende service et puis pour nous aider à avoir une efficacité optimale. Alors, la prêle, effectivement, elle a une capacité, grâce à ses acides phénols, à piéger les radicaux libres, ce qui lui donnerait son activité antioxydante. Elle est utilisée très souvent chez les animaux pour l'arthrose, tous les processus inflammatoires locomoteurs, mais également pour sa capacité reminéralisante. Hein. La prêle, on la connaît comme étant très riche en silice, bien entendu. Alors là, on a une étude expérimentale sur 25 rats mâles, 25 femelles, qui ont été répartis en 5 groupes. Premier groupe, témoin. Le second groupe, on utilise de la vitamine D. Le troisième groupe, on utilise 60 mg par kilo d'extrait de prêle. Le quatrième groupe, on augmente la dose. Cinquième groupe, on augmente encore plus la dose. Les rats ont reçu, du coup, ces régimes pendant 30 jours.
La densité osseuse spongieuse a été mesurée au maxillaire et à la mandibule par radiographie numérique et les taux sériques de calcium, de vitamine D et de phosphore ont été mesurés au départ et au bout de 30 jours après expérimentation. Les résultats sont les suivants. Finalement, le groupe qui a reçu la plus grande quantité d'extraits de prêle est également le groupe qui va avoir une augmentation de la DMO mandibulaire la plus intéressante. Et puis, donc en conclusion, sur cette étude, on peut voir qu'on se rend compte que vraiment l'extrait de prêle peut permettre d'avoir une reminéralisation osseuse particulièrement intéressante. Le bambou. Alors, le bambou, ça, on peut l'utiliser chez les animaux, mais c'est vrai qu'en général, on va plutôt utiliser la prêle parce que la prêle, on peut la retrouver, nous, dans nos régions. Donc, c'est facile à cultiver. Le coût est un petit peu moins élevé et puis on arrive un peu mieux à gérer les conditions de récolte également. Le bambou n'en reste pas moins intéressant, hein. Le bambou qui a quand même une concentration en silice absolument incroyable, donc qui est très, très intéressant. On a des études qui ont été menées sur le bambou et qui lui attribuent un intérêt thérapeutique pour gérer tout ce qui est affection inflammatoire, notamment tout ce qui va être rhumatisme, mais aussi finalement tout ce qui va être ulcère au niveau de l'estomac. Donc, vous voyez comme quoi, peu importe un petit peu, en général, les plantes, quand elles vont avoir une action anti-inflammatoire, elles peuvent agir autant sur le système locomoteur qu'à d'autres niveaux, au niveau de l'organisme. Alors, le bambousile, c'est vraiment ce qui va être extrait du bambou, qui va avoir toutes ces merveilleuses propriétés. Et ça va être finalement très riche également en potassium et puis en différentes vitamines. Alors là, vous me direz, il n'y a pas beaucoup d'études scientifiques sur le bambou. Eh bien, je vous répondrai que non. Il n'y en a pas vraiment. Donc, j'ai essayé de vous trouver un maximum de thèses, principalement sur lesquelles voilà, on parlait un petit peu du bambou, des recueils scientifiques sur le sujet. Mais le bambou, il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus. Ils étudient beaucoup, finalement, le charbon de bambou, hein, en études scientifiques. Mais très peu dans tout ce qui va être directement processus inflammatoire. Ils vont plutôt étudier éventuellement un petit peu plus sa teneur en minéraux, en vitamines, ce genre de choses. Voilà, on a très très peu d'études cliniques in vivo ou in vitro sur ce sujet-là. Et de toute façon, le bambou, je vous rassure, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à se procurer pour les animaux. On en trouve, hein. Je ne vous dis pas le contraire, on en trouve, mais bon, typiquement, quand vous voyez le dosage pour un cheval, il faut quand même un petit peu. Et puis, ça devient vite coûteux. Donc, bon, voilà, sa richesse en silice reste bien sûr très intéressante. Mais voilà, on peut toujours utiliser la prêle pour vraiment avoir quand même une utilisation intéressante et une activité intéressante sur l'organisme. Et puis l'ortie. Bon, alors ça, l'ortie, hein, on sait tous que c'est une plante absolument merveilleuse, même si on la déteste dans nos jardins et qu'on veut absolument s'en débarrasser. Mais c'est aussi très, très intéressant pour nos animaux. Ça fonctionne aussi vraiment bien sur eux. Alors là, bon, il y en a une tartine, hein, rassurez-vous, on va voir ça ensemble rapidement. Mais comme vous le voyez, on a énormément d'études sur l'ortie, vraiment sur ses magnifiques propriétés. Donc, on a plusieurs études qui vont montrer tout ça. C'est finalement la quercétine qui va être la flavonoïde la plus puissante dans la feuille d'ortie ou les parties aériennes et qui va avoir une forte action antioxydante et anti-inflammatoire. C'est vraiment cette partie-là que les chercheurs ont réussi à extraire. Et finalement, on arrive aussi également à voir que la rutine
aurait aussi une action antioxydante aussi intéressante que la quercétine que l'on retrouve dedans. Alors, on a également, bien entendu, les tanins, l'acide caféique, l'acide férulinique, les coumarines, qui possèdent aussi une activité antioxydante et qui peuvent protéger les cellules contre les dommages provoqués par les radicaux libres. Donc, les chercheurs ont mis en évidence la capacité de l'ortie à diminuer toutes les réactions inflammatoires via de multiples, finalement, mécanismes d'action, notamment la réduction de la synthèse des médiateurs lipidiques et de cytokines pro-inflammatoires. On va avoir une réduction de la biosynthèse d'enzymes, notamment de tout ce qui va être les COX-1, COX-2 qu'on connaît très très bien. On va également avoir une réduction de la biosynthèse de tout ce qui va être prostaglandine et puis thromboxane. Donc voilà, ça va être assez intéressant. On a un effet inhibiteur, donc là qui va passer par différentes réponses immunes, un effet anti-apoptique et inflammatoire aussi, anti-inflammatoire, pardon, sur tout ce qui va être facteur d'activation plaquettaire et notamment des neutrophiles. Donc voilà, on va voir qu'on a effectivement plusieurs actions. On a effectivement la possibilité d'utiliser dans tout ce qui va être pathologie inflammatoire aiguë, pathologie chronique, tout ce qui va être polyarthrite rhumatoïde, bien entendu. En plus de son action anti-inflammatoire, l'ortie possède aussi un effet analgésique démontré in vivo chez le rat et la souris. Les extraits aqueux de feuilles d'ortie, alors au dosage de 1200 mg par kilo, seraient capables de réduire la stimulation thermique lors du test de la plaque chauffante. Donc ça, c'est un test qui a été fait en laboratoire. Et donc, finalement, il y a une plus grande résistance à la douleur chez ces animaux. Ça a pu être observé. Voilà un petit peu différentes études. Là, la dernière va montrer que les flavonoïdes seraient effectivement responsables des propriétés antalgiques. Donc, vous voyez, en fait, ils ont réussi à séparer autant les principes actifs qui vont être plutôt responsables des propriétés antidouleurs que les principes actifs qui vont être responsables plus directement de l'activité anti-inflammatoire. Et voilà, donc et puis ceux qui vont être aussi plutôt responsables de l'activité antioxydante. Donc ça, c'est assez intéressant au niveau des feuilles d'ortie. On s'en procure facilement et c'est pas très coûteux. Donc typiquement, pour notre cheval qui fait 500 kg, ça peut être intéressant. Alors nous, dans notre laboratoire, on a plusieurs compléments qui se prêtent à ces différents besoins. Pour les chevaux, on a le complément locomotion dans lequel vous allez retrouver le cassis dont on a parlé, la prêle dont on a parlé, le frêne, le tilleul, le cynorhodon, l'arpagophytum, le soja. Alors le soja, j'ai voulu le mettre parce qu'effectivement, c'est riche en acides aminés. Donc ça va permettre de bien soutenir le système locomoteur et de soulager le système articulaire. Le cynorhodon, lui, on a d'autres études qui montrent son rôle anti-inflammatoire, antioxydant. Je ne voulais pas exposer là en long, en large, en travers, mais en tout cas, sachez qu'il y en a. En fait, il limite le nombre de leucocytes qui vont migrer dans la zone malade et c'est ce qui va vraiment ralentir la réaction inflammatoire. Et puis, on va avoir le tilleul. Le tilleul, en fait, il contient un flavonoïde spécifique qui s'appelle le tillyroside. Et c'est cette molécule qui va être isolée et qui a montré un effet anti-inflammatoire, antioxydant très puissant. Chez les chats et les chiens, on va avoir donc les petites boîtes que vous voyez. Et là, on va avoir une formule qui va être à base de cassis, prêle, arpagophytum et reine des prés. Donc, toutes les plantes que vous avez vues précédemment qui ont montré effectivement une efficacité intéressante dans les cas de douleurs inflammatoires. Sarah, pour le chien, ça sera sous forme de pâté qu'on leur donnera, c'est ça? Alors, pour le chien, le chat, en fait,
j'ai fait ça vraiment sous forme, alors c'est de la poudre qui n'est pas micro, essayer de conserver un maximum de principes actifs, hein, éviter de couper toutes les chaînes protéiques, enzymatiques, etc. Mais c'est vraiment sous forme plutôt de poudre. Et c'est à donner directement dans la ration. Alors, il est certain que si vous avez une ration humide, ça se mélange très bien dedans. Et si la ration, c'est une ration sèche, par exemple, de croquettes, on peut humidifier un petit peu les croquettes avec de l'eau ou avec un petit peu une huile. Je vois, par exemple, pour le chien, le chat, on peut faire avec une huile de saumon, tout simplement. Et puis, ça va permettre à la poudre de se coller dessus. Ouais, donc c'est pratique quand même. Merci. Oui, j'ai essayé d'étudier les choses pour. Et puis, à chaque nouvelle formulation, on fait des tests pendant 1 an sur un panel. Alors, nous, on en a déjà quelques-uns d'animaux en interne sur lesquels tester, mais également sur un panel d'animaux extérieurs. Donc, on propose à nos clients de tester les produits sur leurs animaux en fonction des pathologies qu'ils peuvent avoir. Ça nous permet d'avoir un recueil de données sur une année complète, de pouvoir vraiment bien voir l'efficacité ou non du produit. Je vous rassure, des fois, je peux me tromper aussi. Donc, je reprends la formule et je recommence jusqu'à ce qu'on ait vraiment une activité intéressante. Et l'avantage, c'est que ça permet également de tester autant l'appétence du produit que la praticité, voilà, d'utilisation. Oui, parce qu'il y en a, ils sont un peu filous, hein, les animaux, pour réussir à manger. Même si si on sous-poudre sur les croquettes ou sur le pâté, ils vont réussir à scinder. Hein. À éviter un petit peu, oui, 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 complètement. Alors, effectivement, hein, il est certain que le chat, c'est un peu plus dur. Hein. Là, le chat, je ne garantis pas 100% de réussite à lui donner. Ça, je pense qu'il faut que chacun soit conscient de ce que son chat accepte de manger ou pas. Autant le chien, bon, voilà, c'est ça. Les chevaux, on y arrive aussi. Le chat, là, je ne garantis plus. Bon, merci. Alors, maintenant, on va passer vraiment sur la micronutrition hivernale. Alors, vous allez voir que les vitamines, les minéraux, les lipides, les protéines qu'on peut alimentation de vos animaux, il est certain. Mais vous savez également que chaque animal est différent et que du coup, ses besoins vont varier autant au cours de l'année qu'au cours de sa vie. Donc, il est toujours intéressant de faire un petit point. Si vous voyez que votre animal peut-être a le poil un petit peu plus dru ou au contraire un poil très, très gras. Si on a une petite perte de poids, par exemple, on peut avoir plusieurs facteurs comme ça qui vont nous montrer qu'il pourrait potentiellement y avoir besoin de complémenter un petit peu. Et puis, tout simplement, après, on a des périodes de l'année qui sont plus ou moins propices. Sur un individu âgé, typiquement, en hiver, on peut potentiellement complémenter, notamment, je pense à la vitamine D. Vous voyez, on peut d'office aider un petit peu comme ça pour booster le système immunitaire. On peut aussi utiliser des pré-probiotiques. Je vais vous en parler un petit peu plus loin. Mais c'est toujours, moi je dis toujours effectivement, si votre animal n'a rien, qu'il va très bien, alors profitez-en parce que voilà, des fois cet équilibre est un petit peu précaire. Je vois notamment chez les chevaux qui sont des animaux certes énormes, mais ultra fragiles. Quand ça va, on en profite. Voilà. Pour autant, c'est quand même intéressant de faire un petit peu du préventif. C'est l'intérêt qu'on a comme ça, autant avec l'alimentation qu'avec la phytothérapie. Et parfois, quand on connaît bien son animal, ça évite un petit peu de tomber dans les problèmes. Alors, la vitamine A, vous le savez, elle se présente sous 2 formes. Le rétinol qui va être vraiment d'origine animale. Donc là, pour le chien, le chat, vous pouvez le retrouver dans le foie, la viande, les œufs. Sachez que lorsqu'on donne des œufs aux chiens, on donne avec la coquille, on donne tout en entier. Hein, voilà, je sais que ça peut paraître un petit peu curieux, mais l'intérêt nutritionnel réside également dans la coquille qui est très riche en minéraux.
Et ça se passe bien, hein. Il le digère bien et à l'arrivée aussi, ça se passe bien, rassurez-vous. Pour les herbivores, donc ça va être la provitamine A. Là, on va la retrouver dans des plantes comme le pissenlit, le cynorhodon, la chicorée. La chicorée qui, en plus de ça, est riche en inuline et qui va être un excellent prébiotique. Cette vitamine, elle va participer à différentes fonctions, mais notamment la résistance aux infections. Et puis, elle va réguler la production et les fonctions des lymphocytes T. On va retrouver la vitamine B, qui, elle, alors, a tout plein d'actions également, hein. Elle va agir sur le système immunitaire. La B1, elle le stimule. La B2, elle, alors pour le coup, si il y a une carence, c'est carrément néfaste pour les cellules immunitaires. La B4, elle va avoir une action plutôt de protection de la formule sanguine et des globules blancs. La B5, elle va agir sur la genèse des anticorps. La B6, elle va renforcer l'immunité. La B9, elle, sa carence est néfaste pour les lymphocytes. Et la B12, elle va avoir une action sur la formation et le fonctionnement normal des cellules immunitaires. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un apport correct, normal, par rapport aux besoins physiologiques de l'animal, d'avoir un apport en vitamine B. Toutes ces vitamines, toutes ces sous-classes de vitamine B, bien entendu, fonctionnent en synergie. Chez les herbivores, on peut en retrouver dans la levure de bière ou dans tout ce qui va être graines oléagineuses, donc la graine de lin, de courge, de tournesol, dans les céréales, par exemple le riz, l'avoine, le blé. Alors, sachant que, par exemple, pour le cheval, de toute façon, en plus du fourrage, on a une alimentation en céréales en général. Alors, tout dépend, hein, bien sûr, sur pas tous les individus, mais assez régulièrement quand même. Donc, vous en retrouvez dans l'alimentation de base. De la même manière, si vous donnez des croquettes à votre chien ou votre chat, il faut quand même avoir conscience que la croquette, pour qu'elle tienne, il faut absolument qu'il y ait des céréales, de l'amidon, parce que sinon, ça ne peut pas tenir. Donc, on en retrouve quand même aussi. Vous pouvez le voir sur votre sac de croquettes, vous pouvez regarder un petit peu l'apport en vitamine B, si celui-ci est correct ou si vous avez besoin un petit peu de l'augmenter. Celui-ci dépend totalement autant de l'espèce animale que du poids de votre animal. Voilà, c'est quand même très particulier. Et puis chez les carnivores, donc de la même manière, hein, voilà, donc les céréales hein, également, tout ce qui va être graines, et puis les abats, la viande, le poisson, les œufs. Ensuite, on va retrouver la vitamine C. Ça, hein, je crois que depuis le temps qu'on nous en parle. La vitamine C, elle va renforcer vraiment les défenses de l'organisme. Et puis, elle agit en synergie avec beaucoup d'autres vitamines, notamment la vitamine A et E. Chez les herbivores, on la retrouve principalement dans le cynorhodon. Et puis, le carnivore, en général, on a carnivore opportuniste comme le chien ou carnivore strict comme le chat. En fait, on n'a pas besoin de supplémenter, mis à part s'il y a vraiment une pathologie particulière, parce qu'en fait, elle est directement fabriquée dans le foie à partir du glucose. Donc, les carences en vitamine C chez le chat et le chien, c'est quand même rare. Ensuite, on va avoir la D3. La D3, elle va activer l'immunité innée pour combattre rapidement les agents pathogènes agresseurs en déclenchant notamment la production d'une famille d'antibiotiques naturels, les peptides antimicrobiens, et elle participe à l'activation du système immunitaire. Chez les herbivores, on va en retrouver dans la spiruline ou par exemple la D3 qui va être issue de l'anoline. Et ça, il faut absolument avoir un dosage de 2000 UI, honnêtement, parce que sinon, vous allez devoir donner 40 000 gouttes par jour. Pour vous donner une idée, chez un cheval, on va donner 7 gouttes de vitamine D pour un cheval de 500 kg. C'est à peu près la moyenne. Et donc, vaut mieux que ce soit dosé à 2000 UI parce que sinon, votre flacon, vous l'avez fini en 3 jours. Voilà. Chez le chat, le chien, bien entendu, on a un dosage qui est beaucoup, beaucoup plus doux, beaucoup moins grand. Donc, vous pouvez en prendre une qui va être dosée à 1000 UI. Ça ne posera aucun problème. Vous aurez de quoi tenir un petit moment quand même.
Chez les carnivores, on peut aussi la trouver tout simplement dans l'alimentation, notamment dans l'huile de foie de morue, dans les poissons gras, bien sûr, notamment maquereaux, sardines, anchois, saumon, le thon, le hareng, la truite, dans la viande, dans les œufs, dans les abats. À nouveau, on peut aussi leur donner de la spiruline à nos carnivores. Ça ne pose pas de soucis pour autant. Et on fait bien attention de respecter les dosages parce que, bien sûr, mais ça, c'est un petit peu le souci de toutes les vitamines. Mais autant pour le cheval, entre guillemets, on a un peu plus de marge de fait du poids de l'individu. Autant, bien sûr, sur un petit chat, vous pouvez pas vous tromper. La marge de manœuvre, elle est quand même beaucoup plus faible. Et on a quand même des cas d'intoxication du fait d'un trop grand apport en vitamines, notamment en D3. Alors bon, c'est rare, hein, mais ça peut arriver, donc restez quand même vigilant, c'est bien de les aider, mais il ne faudrait pas que ça fasse l'effet inverse. Et donc, on peut partir sur quel dosage? Sur, je ne sais pas, sur un animal qui a un poids de 10 kilos en termes d'unité internationale, on peut partir sur quoi? Alors, on peut partir sur un dosage à 1008 et à ce moment-là, vous en donnez une goutte. Une seule. Pour Oui, 10 kilos. c'est ça. Ouais, ok. C'est ça. Ok. Et après, pour vous donner une idée, un chien qui fait dans les 40 kilos, en fait, on n'augmente pas tellement. On passe à 2 gouttes. Ok. Ça suffit déjà amplement. Un petit chien, par exemple, un Jack Russell, on reste à 1 goutte. Ça suffit. Hein, Oui. voyez, ouais, on va rester quand même sur des dosages un petit peu plus doux. On aura quand même déjà une très belle action bénéfique sur eux. Ok. Merci. Ensuite, on va avoir la vitamine E. Alors, la vitamine E, ça, dans le cheval, on adore l'utiliser. Hein. Vitamine E, sélénium dans le cheval. C'est vraiment, vous voyez, comme quoi, selon les animaux, ce n'est pas du tout les mêmes pratiques. Hein. Mais elle est intéressante, hein, bien sûr. Hein. Elle va renforcer le système immunitaire, elle va stimuler la phagocytose, et puis c'est un antioxydant ultra puissant. On utilise notamment pour des pathologies très particulières chez le cheval, où on va avoir besoin d'un apport en antioxydants renforcé. Et puis cette vitamine, finalement, elle va avoir besoin, elle va permettre, pardon, de protéger les acides gras, les oméga 3, qui sont eux-mêmes bien sûr importants pour le système immunitaire, on le verra plus loin. Et puis parce qu'elles vont les protéger de l'oxydation. C'est vrai que la vitamine E, on l'utilise même en cosmétique également pour un petit peu son effet antioxydant. Hein. Ça permet de stabiliser les produits. Donc ça, c'est intéressant. Elle va agir en synergie avec la vitamine A, la vitamine C et puis le sélénium et le zinc, qui vont jouer également des rôles dans l'immunité. Autant pour les herbivores que les carnivores, on la retrouve principalement dans l'huile de germe de blé, l'huile de colza, l'huile d'olive, d'avocat, noisettes, noix, amandes et les graines de tournesol. Alors, l'assimilation des vitamines. Les vitamines A, D et E, elles sont liposolubles. Donc, alors, en général, quand on les donne, de toute façon, elles sont automatiquement dans une huile végétale. Pour les stabiliser, on est obligé. Si jamais vous souhaitez l'apporter par l'alimentation, ce qui est très bien aussi, vous pouvez, pour essayer d'avoir vraiment un effet optimal, ajouter un petit peu d'huile végétale au repas. Ce qui fait qu'une fois qu'on aura tout ce petit mélange dans l'estomac, on aura une action qui sera d'autant plus intéressante. Surtout, on aura une meilleure absorption par l'organisme. Donc là, je vous ai fait un petit exemple. Par exemple, pour un herbivore, vous pouvez associer la spiruline, le pissenlit, avec de l'huile de lin sur le même repas. Et par exemple, pour un carnivore, vous pouvez associer les abats. Alors là, j'ai été un peu fort 2008. C'est un gros carnivore. Hein. C'est un gros chien et vous lui donnez une goutte. On est d'accord. Hein, voilà, je me suis un petit peu emballée. Mais bon, je suis certaine que vous saurez très bien doser la chose. Et à ce moment-là, on va utiliser une vitamine D3. Vous verrez, c'est de toute façon
déjà dans une huile végétale quand on la prend sous cette forme-là. Et puis, c'est enrichi en vitamine E d'office. Donc, ça permet d'avoir déjà des apports un petit peu différents dans un même produit. Alors, à partir d'une température de cuisson de 110 degrés, ces vitamines-là, elles sont oxydées, hein, donc on fait attention. Mais je ne pense pas que vous ayez à cuire les aliments. Je ne vois pas trop pourquoi vous le feriez. Dans tous les cas, si vous êtes amené à le faire, bien entendu, vous les disposez dans la ration après cuisson, une fois que ça a bien refroidi. Les vitamines B et C, elles sont hydrosolubles, donc elles vont être éliminées directement dans les urines et elles ne nécessitent pas d'être consommées avec des corps gras pour être mieux absorbées. On n'est pas embêté avec celles-ci. Il est important de veiller à la santé intestinale de notre animal pour permettre une meilleure assimilation de ces vitamines et plus globalement, bien sûr, de tous les nutriments qui sont apportés par l'alimentation. Alors là, je vous ai fait un petit résumé, mais vous allez voir, c'est vraiment intéressant. En tout cas, moi, je trouve ça très intéressant. Je crois qu'à chaque fois que je fais une conférence, je suis obligée de parler des pré et des probiotiques dans mes diapos. Je pense que... Mais c'est intéressant parce qu'à chaque fois, je me remets à jour. Donc c'est pas mal de ce côté-là. Là, alors cette étude, elle est absolument géniale, hein. En tout cas, pour ma part, je la trouve vraiment intéressante. On a des chercheurs de l'université d'Harvard qui ont voulu démontrer qu'en un temps record, en 5 jours seulement, sur 10 volontaires, ils étaient capables de totalement faire changer la flore intestinale. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 5 participants qui, eux, vont manger uniquement des produits d'origine animale et les 5 autres participants qui, eux, vont suivre un régime végétarien. Les scientifiques ont collecté des échantillons fécaux avant, pendant et après l'expérience pour voir un petit peu ce qui se passait au niveau du microbiote. Et les résultats montrent que l'alimentation n'affecte pas ou peu la diversité des espèces bactériennes de l'intestin, mais par contre, on a vraiment une diminution de sa quantité. On a beaucoup moins d'espèces, du nombre en tout cas, en fonction de si c'est le régime végétarien ou carnivore. Dans le groupe mangeurs de viande, on a une augmentation importante des bactéries qui vont tolérer les acides biliaires qui sont fabriqués en quantité importante par l'intestin pour digérer la viande. Donc, finalement, cette flore, elle se remanie, elle s'adapte vraiment à ce que l'individu ingère. L'activité des gènes est également influencée par la nourriture. Chez les mangeurs de viande, les gènes codants pour les enzymes casseuses de protéines sont les plus actifs, alors que les bactéries des candidats végétariens fabriquent préférentiellement des enzymes capables de digérer les glucides. Ces 2 profils d'activité génétique ressemblent beaucoup à ceux que l'on retrouve dans les microbiotes d'animaux carnivores ou herbivores. Le changement est très rapide puisqu'en seulement 5 jours, le profil d'un végétarien de longue date devient identique à celui d'un carnivore. Donc c'est quand même étonnant, incroyable, c'est très 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 rapide. Là, je vous ai mis en dessous, vous verrez, alors j'ai essayé de vous mettre des couleurs pour que ce soit un peu plus sympa. Vous voyez un petit peu la flore intestinale chez l'être humain, la flore intestinale chez le chien qui est nourri avec une alimentation sèche, chez le chien nourri avec une alimentation crue, par exemple comme le barf, et puis chez le chat. Et on peut voir que le chat a une flore intestinale qui, en termes de différentes familles, c'est assez restreint. Et puis, on a certaines familles qui vont se retrouver autant chez le chien nourri avec une alimentation sèche que celui nourri au cru que le chat. Donc, vous voyez, hein, je vous ai fait différentes couleurs. Comme ça, vous pouvez un petit peu retrouver les différentes bactéries qu'on a autant chez les uns que chez les autres. Et puis, comme vous le voyez, chez l'homme, on n'a pas du tout la même flore intestinale. Et chez le cheval, on n'a pas du tout la même flore intestinale non plus. Donc, finalement, la flore qui se retrouve, qui se ressemble le plus, entre guillemets,
ce sera celle du chien et du chat. Mais pour l'homme et pour le cheval, on s'en doute un peu, hein, c'est quand même un herbivore. Mais l'homme, pourquoi pas, on aurait pu quand même retrouver des bactéries similaires à celles du chien, qui est quand même un carnivore opportuniste, mais finalement, pas tant que ça. Voilà, le lien ne se fait pas autant que ce qu'on aurait pu le croire. Alors, bien entendu, quand vous allez, du coup, donner des pré- et probiotiques à vos animaux, si vous donnez des pré-probiotiques qui sont vraiment isolés en laboratoire, il faut que vous preniez quelque chose qui correspond à la flore intestinale de l'animal que vous avez. Hein. Bien sûr, on ne va pas nécessairement utiliser totalement la même que chez le cheval que chez le chien. Alors, par contre, si vous utilisez, par exemple, de la levure de bière, ça, la levure de bière, elle va fonctionner chez toutes les espèces. Parce qu'on ne va pas avoir isolé, vous voyez, une seule levure. On va avoir vraiment un choix assez varié, donc on aura quand même une efficacité qui se retrouvera peu importe l'espèce. On va avoir les minéraux. Les minéraux, on va retrouver le zinc qui active le système immunitaire, qui va vraiment agir sur les agents pathogènes. Le zinc, on en retrouve chez les carnivores. Alors, dans les fruits de mer, vous me direz, c'est un peu compliqué de leur donner des fruits de mer. Je suis assez d'accord avec vous. Hein. Bon, pourquoi pas, peut-être à la fin du repas, si vous n'avez pas tout mangé et que vous voulez en donner au chien, ça pourra lui rendre service, en tout cas pour ça. Les abats, la viande, là, beaucoup plus facile de leur en donner. Chez les herbivores, ce sera plutôt les oléagineux, les produits céréaliers non raffinés, les œufs. Alors là, l'œuf, bon, pour le cheval, je l'ai mis quand même parce que je sais que selon les cultures, on va donner de la coquille d'œuf aux chevaux. Vous voyez, donc je vous en parle quand même. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est en tout cas assez intéressant. Chez nous, ça ne se fait pas du tout. Hein. Je vous avoue que voilà. Autant pour le chien, je suis carrément partante, autant pour le cheval. Faut quand même faire attention parce que le système digestif est particulièrement sensible. Donc, il vaudrait mieux être sûr avant quand même. Et puis, dans les légumineuses. L'organisme, en général, va absorber entre 15 et 40% du zinc contenu dans les aliments. Donc, c'est pour ça que quand on fait un apport via l'alimentation, on peut un petit peu quand même augmenter cet apport. Le sélénium, le fameux sélénium, hein, qui va contribuer à neutraliser notamment les toxines et qui va aider la vitamine E dans son rôle protecteur de l'organisme. Le cuivre, qui est le plus anti-infectieux de tous les oligo-éléments, lui, il est impliqué dans la formation et l'activation des cellules de défense et on le retrouve dans plusieurs aliments comme les noix, le foie, la viande, les graines, notamment le sésame, le lin, le tournesol. Donc, quand on fait une cure de lin à son cheval, on sait qu'on va en retrouver dedans de toute façon automatiquement de par cet apport. Et puis le fer qui est quand même majeur dans les constituants de l'hémoglobine, donc très intéressant. Il va également influencer finalement, la vitamine C, oui, c'est ça qui va être favorisée par l'absorption du fer. Et le fer, on en retrouve principalement dans l'ortie, en tout cas en phytothérapie. On peut utiliser l'ortie vraiment en grosse quantité de fer. Et là, je ne vous l'ai pas mis en détail, mais on a des travaux de recherche qui montrent effectivement que sa richesse en fer permet notamment de remonter quand on a des individus qui sont anémiés. Ça permet de remonter les globules rouges. On va retrouver dans le pissenlit, dans la spiruline, dans le thym, le sésame, la menthe, la cannelle. On a quand même dans pas mal d'aliments différents. Le sélénium, là, je vous ai un petit peu redéveloppé un petit peu plus longuement. Le sélénium, lui, on va le retrouver dans une algue qui s'appelle le kombu. Vous voyez, alors, on n'en entend pas trop parler, on n'a pas vraiment ça chez nous. Mais après, bon, poisson, abats, céréales. Et puis le magnésium, là, on a effectivement une université en Suisse où ils ont découvert que le magnésium, en fait, agissait au niveau des lymphocytes du système immunitaire et qu'elles permettent notamment d'éliminer les cellules cancéreuses et les agents pathogènes.
si le milieu est riche en magnésium. Donc, c'est quand même intéressant de pouvoir voir ça. Et puis, on va avoir effectivement une action sur les lymphocytes T directement dans l'organisme. Le magnésium, on le retrouve principalement dans tout ce qui va être oléagineux, poisson gras et, encore une fois, la spiruline. Bon, on sent, ça va un peu la spiruline, que c'était quand même riche. Moi, comme je dis, la spiruline, on va faire un raccourci, elle est riche en tout. Voilà, comme ça, quand vous avez des amis ou dans mon cas, quand j'ai des clients qui ne connaissent pas particulièrement et qui me demandent, je leur dis c'est riche en tout. Voilà, comme ça au moins on est fixé. Et puis on va pouvoir apporter des acides aminés. Donc il faut savoir que les acides aminés vont jouer un rôle très important puisque les protéines, elles ont notamment une fonction dans la défense immunitaire. Elles vont intervenir dans la fabrication des anticorps. Donc, ça, c'est vraiment très important. On parle dans ce cas de l'immunoglobuline, dont le rôle va être de fixer, son rôle, c'est de se fixer sur les antigènes et de justement faciliter la détection par les cellules immunitaires. Et puis l'acide aminé de l'immunité, c'est quand même la L-glutamine, qui va être un carburant pour les globules blancs, mais on retrouve aussi l'arginine, qui va être intéressant à utiliser pour les animaux qui sont susceptibles de beaucoup tomber malades ou en convalescence. Chez les herbivores, on le retrouve dans le tourteau ou dans le soja extrudé. On en retrouve dans la spiruline et dans les levures. Et puis pour les carnivores, dans la viande, les levures et les œufs. On va pouvoir retrouver les lipides qui vont pouvoir également avoir une action bénéfique au niveau de l'inflammation notamment. Et puis, ça va permettre quand même de booster le système immunitaire. Donc, elles vont agir au niveau des membranes cellulaires. Et les lipides, on en trouve en fait de deux sortes. On va trouver les acides gras oméga 3 végétales, ce qu'on appelle ALA, qui vont se retrouver dans tout ce qui va être graines de lin, graines de sésame, etc., dans les huiles végétales également. Donc ça, à utiliser chez le cheval, par exemple. Donc, on utilise beaucoup la graine de lin qui est bien tolérée. Et puis, on peut trouver les acides gras oméga 3 marins, ce qu'on va appeler EPA ou DHA, qu'on va trouver dans les poissons d'eau froide, dans le krill, les crustacés et les algues. Et dans ces EPA et DHA, on va pouvoir avoir encore deux propositions. Soit vous prenez une huile de poisson, par exemple pour le chat, le chien, une huile de saumon qui est intéressante. Mais pour les chevaux, on ne peut pas faire ça. Par contre, on peut utiliser de l'extrait d'algues. Et notamment, je vous ai mis cette algue en bas qui est vraiment particulièrement intéressante dans ce cas. Je me passerai de vous donner son nom en direct, je vous laisse le lire. Je ne me lancerai pas là-dedans. Mais cette algue est particulièrement intéressante. Et chez le cheval, on l'utilise. Elle marche vraiment bien. On a des très bons résultats, notamment ce qu'on arrive à voir extérieurement facilement sans devoir faire une prise de sang. On voit le pelage, tout simplement. Et en général, au bout d'un mois de cure, avec un extrait de cette algue, on arrive à avoir un gros changement, notamment à ce niveau-là. Et donc, on va pouvoir, comme vous l'avez vu, faire des apports avec la phytothérapie. Alors, pour ma part, ce que je peux vous proposer pour avoir un apport de vitamines, minéraux, acides gras, acides aminés, quelque chose de vraiment très complet, ça va être chez le cheval le Equi Revitalis que vous voyez en bas, qui est composé avec de la spiruline, de l'ortie, des flocons de levure maltais, du cynorhodon, de l'échinacée. Et puis, pour les chats, les chiens, j'ai fait un complément un petit peu différent qui s'appelle Sport et Récup, qui va autant aider pour l'hiver que aider après des grosses compétitions ou un petit peu la saison d'agility, par exemple, où l'individu est un petit peu plus fatigué, il a besoin, entre guillemets, de sa petite cure de jouvence. Et dans ce cas-là, je vous propose la prêle, la spiruline, l'ortie, le cynorhodon, les flocons de levure maltais, le curcuma et le poivre noir. Pour rappel, la spiruline, ça contient quand même 60% de protéines qui vont favoriser la construction musculaire et la récupération, mais elle est également riche
en glucides, en lipides, en vitamines, notamment du groupe B. Donc, c'est hyper intéressant, la spiruline. Les flocons de levure maltais, je l'utilise pour l'apport de probiotiques de qualité, donc l'apport de levure. L'ortie, on en a déjà parlé avant pour tout ce qui était processus inflammatoire, mais il faut savoir qu'elle est riche en vitamines, très très riche en vitamines. Là, je vous ai mis un petit peu les dosages en dessous. On va retrouver le cynorhodon qui contient quand même 880 mg d'acide ascorbique pour 100 grammes. Si on compare avec l'ortie, il me semble que j'avais mis l'info juste au-dessus. Je ne la retrouve pas tout de suite, mais bon, pour vous donner une idée, dans l'ortie, de mémoire, on est autour de 120 mg, 150 mg en moyenne donc d'acide ascorbique. Donc là, dans le cynorhodon, c'est quand même très, très riche, effectivement. Et puis, on va avoir effectivement l'échinacée qui va permettre là d'avoir une action directe sur le système immunitaire. Elle va neutraliser les virus, ça va diminuer l'inflammation des cellules de l'épithélium, notamment quand on a des affections respiratoires. Et puis, ça permet de contrer l'effet, ce qu'on appelle cytokine storm. Vous savez, un peu toutes ces cytokines inflammatoires, pro-inflammatoires qui vont sortir quand on a une grosse inflammation, qui peut être une inflammation respiratoire également. Et dans ce cas-là, c'est effectivement intéressant. La prêle dont on a parlé, reminéralisante, antioxydante, là, je l'utilise beaucoup pour l'apport de minéraux dans ce cas-là. Et puis le curcuma pour sa curcumine qui est quand même anti-inflammatoire, antioxydante, qui va protéger les cellules. Et pour finir, donc, le laboratoire Equi-Bien-être, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, sachez qu'on a un site internet, on est sur les réseaux sociaux également. Donc, c'est un laboratoire indépendant. Je formule absolument tout ce qu'il y a dans le laboratoire. Donc, moi, j'ai une formation, j'ai un master en biologie spécialisé dans le cheval au départ et puis ensuite dans les animaux domestiques. Je suis experte en nutrition équine notamment et puis phytothérapeute, bien entendu. Donc, on a toute une gamme de compléments alimentaires. Ils sont tous certifiés bio. Je ne vous en ai pas parlé là, de l'importance, mais vous le savez, bien sûr, il faut faire attention à la provenance, à la qualité de ce qu'on propose à nos animaux autant qu'à nous, pour ne pas avoir de risque d'intoxication notamment. Et puis, on a la possibilité de faire du sur-mesure. Donc, sachez que si, par exemple, vous avez un animal un petit peu âgé qui a une immunité faible et qui a une arthrose particulièrement développée, on a la possibilité de faire du sur-mesure. Donc, dans ce cas-là, ça peut être en fonction de votre demande. Dans ce cas, je prends plusieurs informations sur l'âge de l'animal, ses antécédents médicaux, son mode de vie, s'il y a eu des radios qui ont été passées récemment, prise de sang, voilà, il y a tout plein de choses comme ça. Sachez qu'on peut aussi faire des dosages de vitamines, de minéraux chez les animaux. C'est moins courant, mais on peut quand même le faire autant que pour nous. Donc, dans certains cas particuliers, ça vaut le coup parfois de le faire pour essayer de complémenter un maximum avec la phytothérapie derrière. C'est bon, Sarah? Ouais. C'est tout bon. Super, hyper intéressant. Juste pour revenir sur la phyto, les différentes plantes qui ont été proposées, elles sont valables pour l'ensemble, on va dire, des animaux, que ce soit le cheval, le chien, le chat. Il n'y a pas une particularité, que ce soit le cassis, l'apagophytum, on peut donner aux 3 espèces. Il y a pas oui, complètement. Alors, on a effectivement certaines plantes qui vont être toxiques selon les espèces animales, mais toutes les plantes dont je vous ai parlé là fonctionnent aussi bien pour ces 3 espèces. Là, vous avez vraiment très peu de risques à les utiliser. Je ne peux pas vous dire aucun risque, mais bon, en tout cas, voilà, c'est quand même... c'est quand même des choses qu'on utilise régulièrement. On change, bien sûr, on adapte le dosage en fonction de l'animal, de l'espèce. Et puis, parfois, on a des plantes qui sont plus efficaces sur certaines espèces. Mais en tout cas, toutes ces plantes-là auront une efficacité intéressante, quoi qu'il en soit.
Donc, super. Et au niveau du cassis, donc on va utiliser les feuilles pour les Oui. animaux et pas le bourgeon ou pas le fruit. Quel est le principe actif qui va faire qu'on ne va pas utiliser le bourgeon ni le fruit? C'est quoi? Il va être ultra concentré ou c'est un principe actif qui va apparaître dans le bourgeon et dans le fruit? On ne va pas avoir Alors, vraiment de fruit? en fait, chez le cheval, on va carrément avoir certains principes actifs qu'on retrouve dans le fruit qui sont toxiques. Ouais. Voilà, carrément. Alors là, je vous avoue que vu que ça apparaît que chez le cheval, cette toxicité-là, les scientifiques ont quand même beaucoup de mal pour l'instant à isoler quel est le principe actif exactement. Ok. Alors, il semblerait que ce soit un des flavonoïdes qui serait contenu dans le fruit, D'accord. qui aurait cet effet. Et curieusement, la baie de cynorrhodon est tolérée. Voyez. Donc, Ouais. c'est vraiment typique du fruit du cassis. D'accord. Et c'est surtout pour le cheval. C'est surtout pour le cheval. C'est pour l'instant principalement pour cette espèce-là où on a vu vraiment une toxicité. Moi, je ne l'utilise pas non plus sur les petits animaux, Ouais. d'autant plus que de toute façon, il y a quand même une très grande quantité de principes actifs qui se trouvent dans les feuilles. Et ensuite, pour les bourgeons, bien sûr, vous pouvez utiliser le bourgeon, non pas que ce soit toxique, mais on a une moins grande efficacité pour le coup du bourgeon de cassis, ce qui n'est pas du tout le cas sur les autres bourgeons. Mais typiquement, le bourgeon de cassis semble, sur les études terrain, montrer une moins grande efficacité que l'utilisation directe de la feuille. Ok, super. Je me permets, j'avais encore une question pour les personnes qui utilisent le bar pour Oui. alimenter leurs animaux. Quels seraient les conseils à donner sur la supplémentation, on va dire sur les compléments alimentaires à leur apporter vitamines et minéraux pour être sûr, parce que c'est toujours compliqué d'être sûr qu'ils aient l'intégralité. On sait bien que sur les aliments séchés ou même sur les pâtés, ils vont compléter en nutriments, micronutriments. Maintenant, effectivement, quand on passe sur du barf, qui est aussi une alimentation qui va être bonne pour l'animal, plus Oui. instinctive, mais ouais, ce serait quoi les conseils pour ces personnes-là? Alors, dans ce cas-là, moi, ce que je vous conseille vraiment, alors, vous avez plusieurs options. La première option, qui est la plus facile à mettre en œuvre, vous avez des compléments alimentaires qui sont issus de vitamines, minéraux de synthèse. Ça, c'est fabriqué en laboratoire, mais l'avantage, c'est qu'on a vraiment une quantité prédéfinie de chaque vitamine, de chaque minéraux qu'on va apporter. Et donc, ça nous permet, surtout que dans le barf, quand même, en général, les propriétaires aiment bien calculer très précisément la quantité de chaque type d'aliment qu'on va donner, c'est pesé, etc. Donc là, ça permet de rester quand même très précis sur les apports qu'on va avoir. Ça me semble être une bonne solution. Dans tous les cas, pour les animaux qui sont avec une alimentation au barf, je conseille toujours d'apporter une source de lipides. Typiquement, vous pouvez un petit peu alterner l'huile de saumon, huile de foie de morue, des choses comme ça. Vous alternez un petit peu l'un et l'autre. Et ça, c'est toujours intéressant. Alors, pas de surdosage, on ne va pas aller... ça ne sert à rien de donner des tonnes et des tonnes. Comme on le sait, on finit par saturer l'organisme. Mais ça permet de bien supplémenter. Après, l'autre option, tout simplement, c'est en fait utiliser un complément alimentaire en phytothérapie. Là, on va également avoir un apport de vitamines, de minéraux, de protéines, etc. On aura quand même une efficacité intéressante, mais on peut beaucoup moins gérer la quantité d'apport, bien entendu, selon à chaque lot de plante, comme vous le savez, on peut avoir une variabilité. Donc, voilà, c'est une autre approche qui est possible aussi, mais c'est vraiment différent. Dans ce cas-là, on peut notamment faire en cure, pas en continu, mais faire en cure, notamment avec de la spiruline, qui est quand même bien tolérée chez le chien, notamment. Super. Et moi, c'était juste par rapport pour revenir sur l'arthrose et l'arthrite. Donc, on a vu effectivement, c'est beaucoup basé phyto, donc c'est super. Mais qu'est-ce que vous pensez du plasma de Quinton, mais en sous-cutané, pour soulager vraiment les douleurs intenses de l'animal, quoi. Alors, c'est une très très bonne question. C'est vrai qu'on se pose la question un petit peu de cette efficacité-là. Je vous avoue qu'à ma connaissance, il n'y a pas encore eu d'études sur ce sujet-là.
Il y a peut-être quelques propriétaires qui ont fait le test, mais on n'a absolument pas de retour. En tout cas, moi, à mon niveau, je n'ai pas eu de retour dessus. Je pense que dans l'absolu, il y aurait de toute façon une efficacité. C'est vrai que chez les animaux, on fait un petit peu comme chez l'homme, très facilement tout ce qui va être infiltration ou mésothérapie. Donc on a une efficacité en tout cas sur l'injection de produits sur des zones ciblées en sous-cutané. On a une efficacité. On voit la mésothérapie fonctionne déjà très bien. Donc, ce ne serait pas du tout inintéressant, je pense, que de lancer une étude sur ce sujet-là, parce qu'à mon avis, on aurait quand même des résultats intéressants. Ok. Bah, super. En tout cas, moi, j'ai posé toutes mes questions. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir vers Sarah s'il y a des questions, des interrogations, ou effectivement, si on a un animal un peu plus spécifique que les compléments proposés pour que ce soit un peu plus spécifique par rapport à son animal. Mais je trouve que c'est bien aussi qu'on puisse bien suivre nos animaux pour qu'ils soient en bonne santé le maximum de temps possible. Donc, bah, merci en tout cas pour cette belle présentation. Avec plaisir, j'étais ravie d'être là. Et puis, effectivement, n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, vous pouvez directement passer par le formulaire de contact sur le site internet et j'y répondrai avec grand plaisir. Eh bien, merci. Au revoir. Au revoir.